Faudrait aussi que l'humoriste arrête de dire qu'il a été viré par une arabe. Crédit, t'as des mecs qui ont fait des vies ici. T'as des mecs, ils s'attendaient pas que C8 ça ferme. Faut monter un Guantanamo à la française. Le vrai problème de notre société, c'est qu'on a créé un système qui favorise les voleurs, les menteurs et les tricheurs. Il y a eu des réactions de vautours, de gens qui sont jetés dessus pour parler de ses origines nord-africaines. Bienvenue sur Das Polémique. Aujourd'hui, nouvelle vidéo actu dans laquelle on va parler du monde médiatico-politique qui n'assume pas ses actes. Il y a encore un peu de karma dans ce monde et l'actualité de cette semaine nous l'a montré, à commencer par Bruno Retailleau, qui s'est distingué ces dernières semaines par sa volonté de renvoyer des influenceurs algériens en Algérie. Sauf qu'il nous indiquait qu'il ne pouvait pas parce que le système l'en empêchait. Un magistrat l'a recadré sévèrement en lui rappelant que l'article qui l'empêchait de renvoyer cet Algérien en Algérie, c'était lui-même en tant que président de LR qui l'avait voté. Je suis magistrat administratif au tribunal administratif de Melun. Ça doit vous parler. C'est le tribunal qui a annulé l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de l'influenceur algérien M. Doualem. Je voulais juste vous rappeler, Monsieur le Ministre, que le jugement qui apparemment a eu l'air de vous contrarier, le jugement d'annulation de l'OQTF n'est que la stricte application du droit. Et notamment l'article L432-12 du Code des étrangers qui dispose que lorsqu'un étranger est titulaire d'une carte de résident et que l'administration lui retire sa carte de résident de 10 ans, à ce moment-là, il ne peut pas faire l'objet d'une OQTF. Je rappelle juste à Monsieur le Ministre que cette loi, elle a été votée avec un peu de malice quand même. Cet article, le L432-12, il n'existait pas auparavant. Il a été voté en janvier 2024 dans le cadre de la dernière loi immigration. En attendant la prochaine, il a été voté par le groupe LR du Sénat, dont M. Retailleau était le président. Donc, si cette loi ne lui convenait pas, il fallait pas la voter. C'est que depuis maintenant 3-4 jours, au tribunal administratif de Melun, c'est un déchaînement de haine sur les réseaux sociaux, de toute la fachosphère. La présidente, on a appelé à la pendre au écourt, le premier vice-président à le décapiter, etc. Il y a même des individus qui ont été sur Internet, à partir d'un organigramme, essayer de penser qui pouvait être l'auteur de ce jugement. C'est quand même incroyable qu'aucun journaliste français n'ait relevé ça. C'est quand même leur boulot à la base. Bref, passons à Rachida Dati qui se félicitait encore il y a quelques jours que Marouane Ben Lazar, l'humoriste dans La Tourmente, qui était au milieu d'une polémique la semaine dernière, n'apparaîtrait plus sur le service public. Sauf qu'aujourd'hui, enfin hier, elle a été confrontée par LFI face à l'argument que Zemmour a eu des propos qui ont été condamnés et pourtant lui a encore pignon sur rue dans les médias. A-t-il écrit des propos ou tenu des propos par le passé qui peuvent heurter, choquer, blesser? Oui. Mais ces propos Non mais soit je vous réponds, soit vous écoutez ma réponse, soit vous arrêtez. Enfin, c'est pas possible. Bon, comme je suis quelqu'un d'honnête à la base, je vais quand même mettre la suite de sa réponse. Alors, je veux redire, la liberté de recrutement et de choix des animateurs et des journalistes, c'est l'antenne et la production. Ça n'est pas moi. Ensuite, là où je rejoins votre indignation, rien ne justifie une déferlante de haine. Rien ne justifie le racisme. Rien ne justifie l'essentialisation systématique. Je veux aussi dire, parce que vous l'avez rappelé, rien ne justifie l'essentialisation systématique. Faudrait aussi que l'humoriste arrête de dire qu'il a été viré par une arabe. Elle est quand même scandaleuse. Est-ce qu'elle est au courant que cette phrase est sortie d'un sketch? Donc on a des hommes et femmes politiques qui se mettent au même niveau que des humoristes. J'ai l'impression d'être revenu à l'époque de Valls face à Dieudonné. Ils prennent les humoristes et leurs sketchs au sérieux. Mais en fait, ce que je vois, c'est qu'elle trouve des excuses pour avoir cédé à l'extrême droite identitaire. Et en parlant d'extrême droite identitaire, regardez le tweet de Fabrice Divisio qui répondait à une vidéo de Thomas Guénolé dans lequel il dit « Je résume, j'aime pas l'extrême droite sauf quand elle me file 500 balles, là ok on peut la garder. » Donc moi j'ai naïvement répondu « Tu viens de confirmer que Cyril Hanouna et TPMP c'est l'extrême droite. » Et il m'a répondu « Je ne crois pas que ça fasse mystère. » Donc pourquoi aujourd'hui il le dit? Tout simplement parce que TPMP c'est fini dans 15 jours et que lui à la base, cette idéologie d'extrême droite, c'est son idéologie, donc il en a rien à faire. Mais il y en a d'autres qui, normalement, cette idéologie ou ces idées politiques devraient déranger, comme Raymond Abou, mais ce qui le fait trembler, lui,
c'est qu'il n'aura plus les 500 balles par émission. Mais les mecs, ça tient pas debout. Les deux seuls que vous avez pas punis, c'est Vincent Bolloré et Cyril Hanouna. Ceux que vous avez punis, c'est des mecs qui n'ont rien à voir dans l'histoire, qui sont ingénieurs du son, maquilleurs, maquilleuses, caméramans, techniciens de surface, les mecs qui lavent les carreaux, les 3000 personnes qui... C'est eux que vous avez punis, éventuellement. Le public, les gens qui regardent, la démocratie, la liberté d'expression, c'est eux que vous avez punis. Mais lui, il est puni, il a la tête d'un puni, là. T'as des mecs qui ont des crédits, t'as des mecs qui ont fait des vies. T'as des mecs qui s'attendaient pas que c'est 8 affaires. Mais quand tu te pointes chez le banquier, que tu fais 2 millions tous les soirs, que t'es avec Hanouna, on t'annonce des fortunes toutes les 2 minutes dans les médias, tu vas chez le banquier, tu dis regardez, ça c'est une fiche de paie, je travaille avec Hanouna. Ok, la maison c'est bon. Il dit quoi le mec là? Il va dire quoi à ses créanciers? Tu m'avais dit qu'Hanouna c'était bon. Bah ouais, moi aussi je pensais que c'était bon. Mais maintenant fais comment pour les sous que je t'ai prêtés? Ah bah vends la maison, vends la voiture. Tout ça parce que des mecs à l'Arcom ont dit on va faire taire Hanouna. Les mecs, la démocratie, la liberté d'expression, on est où là? Voilà, donc aujourd'hui, on a Raymond Abou qui est en panique, il pense à son crédit, et ne pensez pas que les chroniqueurs autour de la table sont tous d'extrême droite, à part certains. Ils ont accepté de coller à cette idéologie en échange de ces 500 balles. Et justement, en échange de ces 500 balles, ils ont accepté de distiller le poison dans la population, et ils ont contribué à rendre dingue certaines personnes. Écoutez cette séquence, et surtout écoutez dans le fond, on a Olivier Truchot qui ricane sournoisement. Monter un Guantanamo à la française et arrêter avec ces associations de bisounours. Oui, on les protège et nanana. Stop. Ils en veulent pas en Algérie, ils en veulent pas au Maroc, on sait pas quoi en faire. Eh ben, quitte à ce que ça nous coûte du pognon, eh ben, on fait ça et en même temps, on les rééduque. Minimum vital, à boire, à manger, une douche, pas de PlayStation, pas de téléphone et du dressage. Et ciao. Voilà le résultat de l'heure des pros, les grandes gueules, TPMP. Ils ont rendu fous les gens. Et les chroniqueurs de TPMP aujourd'hui qui ont joué le jeu pendant des années, ils sont en train de prendre le karma en pleine tête. Notamment Géraldine Maillet qui s'est fait une énième fois humiliée par Cyril Hanouna. Vous irez travailler avec lui sur T18, vous allez voir si vous allez pouvoir vous acheter tout ce que vous achetez avec TPMP. Merci, quand vous allez faire 50 000 téléspectateurs. Thomas Guénolé, vous disiez quelque chose. Je vous le dis. Oui, vous allez aller travailler avec lui, ça va vous faire du bien. À partir du 28 février, vous allez voir. C'est la liberté d'expression, on défend ses amis ou pas. Moi, c'est pas mon ami, je trouve qu'il a quand même du talent, mais là, il a fait n'importe quoi. Mais écoutez, on vous a pas demandé votre avis. Allez chercher un Coca Zéro si vous parlez, ou un Coca Light si vous parlez anglais. Merci. Thomas Guénolé. Oui, en fait, on discutait en antenne et j'étais en train de dire que l'arrêt... Mais quelle humiliation, quelle humiliation. Désolé, mais ça vaut pas 500 balles, vraiment pas. Mais vraiment, Hanouna, c'est un personnage ignoble, hein, vraiment. Mais il est le résultat de ce système, il est le résultat de cette société. Et celui qui en parle le mieux et qui le résume très bien, c'est l'humoriste Edgar Rive, que j'aime beaucoup écouter ses podcasts. Il résume très bien que Cyril Hanouna est le résultat, en fait, de ce système. C'est quoi vos regards aujourd'hui sur des personnages comme Vincent Bolloré, Cyril Hanouna, dont on parle beaucoup. On parle même de Cyril Hanouna en politique aujourd'hui peut-être. Le vrai problème de notre société, du monde un peu européen de manière générale, c'est qu'on a créé un système qui favorise les voleurs, les menteurs et les tricheurs. Nous sommes dans un monde où il y a une complète inversion des valeurs. Et où, quand vous faites un boulot, c'est un mec qui n'a pas votre talent qui doit vous juger. C'est souvent ça, pour s'élever dans la télé, dans le cinéma, dans machin. Il y a une invasion complète des valeurs, du copinage. On est des uns cooptent les autres, ainsi de suite. La presse française n'a aucune chance d'être libre parce qu'elle est détenue pour les privés, pour la plupart, par des oligarques. Donc ils ont plutôt intérêt à dire que c'est des gens bien, comme ça eux les patrons. Ils n'ont aucune chance, aucune possibilité d'être vraiment neutres. Si on veut retrouver une presse neutre, il faut trouver des sources de financement indépendants, complètement différents, pour retrouver du vrai journalisme. Ce qui est déplorable, c'est qu'on ne puisse plus faire de vrais sketchs à la télévision. Moi après tu me demandes de partir de quelque part, je pars. Hein. Voilà, je pense que tout le monde fera le même constat sur le journalisme français qui n'est pas indépendant. Ils sont obligés de traiter de certains sujets et sous un certain angle. Et on a pu le voir récemment avec l'affaire Louise, dont j'ai déjà parlé dans les précédentes vidéos, où les médias d'extrême droite préparaient déjà les couverts pour bien manger, entre guillemets. Mais finalement, vu la tournure de cette affaire, ils sont beaucoup plus nuancés maintenant. Donc Karim Zeribi dénonce ça en disant que c'est dégueulasse, et il le fait sur CNews, donc il y a un petit malaise parce qu'il est en train de décrire toutes les personnes autour de la table. Il y a eu des réactions de vautours, de gens qui sont jetés dessus pour parler de ses origines nord-africaines. Donc, je veux dire, c'est un scandale, c'est une
honte dans ces moments-là, je veux dire. Un peu de dignité pour la famille, un peu de dignité pour notre pays qui est en souffrance dans ces moments-là, pour les parents, pour la famille. Donc chaque chose en son temps. Si c'est quelqu'un qui n'a pas de papier, on traitera le sujet en temps utile. Si c'est quelqu'un qui est récidiviste, on traitera le sujet en temps utile. Mais de grâce, dès qu'on a un élément, qu'il y a une enquête qui est en cours, on a des policiers fantastiques qui travaillent avec une rapidité inouïe. Et là, on a des gens qui arrivent et qui vont tweeter au nom de l'origine, du déterminisme. C'est des vautours, c'est des charognards. Je suis écœuré parce que ces gens-là font du mal à notre pays, à notre nation. Peu importe le déterminisme ethnique de l'auteur. Je veux dire, c'est l'acte qui doit être aujourd'hui, qui doit faire corps entre nous tous. Bon, j'ai déjà parlé du média Frontières, hein. C'était l'exemple le plus parlant, mais il y en a d'autres. Hein. Dans les grandes gueules, par exemple, on a Antoine Diers, qui était le bras droit d'Éric Zemmour, et qui a déclaré ceci par rapport à cette affaire. Écoutez. Déscolarisé, désocialisé. Moi, je me pose une question tout de suite, c'est le rôle des parents du meurtrier, c'est-à-dire du meurtrier présumé à l'heure où on parle, mais ils ont laissé leur enfant tomber dans une spirale de désocialisation, de délire, s'enfermer dans le jeu vidéo. Tout ça, ça nous parle aussi de la gestion de la frustration chez une partie de la jeunesse à qui on a tout donné et il perdrait une partie de jeu vidéo et ça déclenche chez lui une tempête émotionnelle, une pulsion de mort. Mais on est où ? C'est quand même bizarre, lorsqu'il s'agit d'un OQTF, d'un étranger ou d'un Français d'origine étrangère, Antoine Diers nous parle de sa culture, de sa religion, de son origine, etc. Mais par contre là, il nous donne tout un contexte. Il nous parle du fait qu'il est déscolarisé, qu'il y a un problème général dans la jeunesse, qu'il y a un problème dans le rapport à la frustration, etc. Alors qu'il y a encore quelques mois, dans un cas à peu près similaire, il nous disait que le couteau était l'apanage, quelque part, des Noirs et des Arabes. Bizarre, parce que le petit Owen, là, il a tué Louise à coups de couteau. Je vais vous dire, moi je sais à peu près qui porte un couteau. C'est-à-dire que le port du couteau aujourd'hui, on n'est pas dans une société du port du couteau, comme tu dis Olivier. On est dans une société où désormais une partie de la population a une culture du couteau, a une culture du port du couteau. Eh bien, ce sont des gens qui sont issus de l'immigration, pour la plupart d'entre eux. C'est plutôt la racaille wesh wesh qui a un couteau parce qu'elle est engagée dans plein de conflits liés à la drogue, etc. Et vous les voyez tous, ces images où un petit jeune à casquette sort et plante avec une espèce de hargne. C'est vrai que pour Antoine, un jeune à casquette, wesh wesh, c'est profilé, donc il a forcément un couteau sur lui. Je sais pas ce que ça veut dire, un jeune à casquette wesh wesh. Moi je vois très bien, et je pense que la plupart des gens le voient, c'est parce que toi tu veux pas le voir. Bon, je pense qu'on a fait le tour sur cette affaire et je n'en parlerai plus, en tout cas plus sous cet angle-là, et j'espère que ça donnera une bonne leçon à tout le monde et que la prochaine fois, je ne suis pas naïf, j'espère qu'il n'y en aura pas, mais il y aura une prochaine fois, on ne se concentrera plus sur l'origine du tueur, mais sur ses motivations. Bref, passons à François Bayrou qui a été confronté à l'Assemblée nationale sur le fait qu'il aurait dissimulé, ou en tout cas couvert, des agissements pédocriminels dans l'école Notre-Dame de Bétharram qui se situe dans la région de Pau. Monsieur le Premier ministre, pourquoi n'avez-vous pas protégé les élèves de l'école Notre-Dame de Bétharram victimes de violences pédocriminelles ? 112 d'entre eux ont déjà déposé plainte pour dénoncer les agressions sexuelles, les violences physiques et les viols dont ils ont été victimes au sein de cet établissement privé catholique béarnais par au moins 14 agresseurs des années 50 au début des années 2010. Père d'élèves scolarisés dans l'établissement, époux d'une professeure de Bétharram, président du conseil départemental, 20 ans député de la circonscription, ancien ministre de l'Éducation nationale, saisi à de multiples reprises de ces violences, vous avez toujours affirmé n'avoir rien su, rien vu, rien entendu. La chronologie reconstituée par Mediapart, Le Monde et la presse locale vous contredit pourtant entièrement. En 1996, ministre de l'Éducation, vous vous rendez sur place pour soutenir l'établissement après le dépôt par des parents d'élèves d'une première plainte pour violence sur leur enfant. En 1998, vous tentez d'obtenir à des fins personnelles des informations pourtant couvertes par le secret de l'instruction auprès du juge saisi du dossier d'un élève victime de viol. Voilà, donc ce sont des accusations assez graves dont je vous parlais déjà il y a quelques jours. Et François Bayrou, qu'est-ce qu'il va répondre face à ça ?
il va tout simplement mentir. Les accusateurs disent qu'ils ne pouvaient pas ignorer. Alors j'affirme, je n'ai jamais été informé de quoi que ce soit de violence ou de violence a fortiori sexuelle, jamais. Et j'ai 2 preuves pour cela. La première de ces preuves, c'est que lorsque la première plainte est déposée, j'ai quitté déjà le ministère de l'Éducation nationale depuis des mois. C'est une preuve. Et puis il y a une autre preuve. Est-ce que vous croyez que nous aurions scolarisé nos enfants dans des établissements dont il aurait été soupçonné ou affirmé qu'il se passe des choses de cet ordre? Je peux vous assurer que tout est faux et qu'une plainte en diffamation sera évidemment portée. Il a clairement menti, ça a été notamment débunké par Mediapart, et je ne comprends pas comment c'est possible que dans notre pays, on prenne autant à la légère le sujet de la pédocriminalité. On a le Premier ministre qui est accusé d'avoir couvert des agissements pédocriminels, il ment très clairement en direct à l'Assemblée nationale, et ça ne fait réagir personne. En tout cas, le lendemain, il a été mis face à ses contradictions, en tout cas face à ses mensonges, par le même Paul Vannier. Monsieur le Premier ministre, hier, ici, vous avez menti devant la représentation nationale, devant tous les Français. Je vous ai interrogé sur votre conduite face à la révélation d'agressions sexuelles. Vous m'avez répondu n'avoir jamais été informé. Vous avez menti. Mediapart révèle que vous receviez encore le courrier recommandé d'une victime en mars 2024. J'ai rappelé qu'alors ministre de l'Éducation, vous aviez manifesté votre soutien à l'établissement après une première plainte pour violence sur un élève. Vous m'avez répondu ne plus être ministre au moment de son dépôt. Vous avez menti. La plainte fut déposée en 1996. Vous quittiez le ministère l'année suivante. Monsieur le Premier ministre, vous avez menti aux députés pour dissimuler votre connaissance de violences sur des enfants que vos responsabilités passées vous imposaient de dénoncer. Allez-vous, monsieur le Premier ministre, en assumer toutes les conséquences et présenter votre démission? Et vous pensez qu'il a répondu quoi? Il a menti une deuxième fois en fait. Tout simplement, c'est ce que décrivait Edgar Yves. C'est la promotion des menteurs et des tricheurs. La lettre à laquelle vous faites allusion, elle est de 2024, avril 2024. Alors que les faits en question, reprochés, ils sont du XXe siècle. Donc je récuse les polémiques artificielles sur ce sujet. Son regard à la fin, vous savez ce qu'il veut dire? Il veut dire qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rien faire du tout. Je vous mens droit dans les yeux et vous allez rien faire. C'est incroyable. Il y a une impunité chez les hommes et femmes politiques qui est incroyable. Ils sont intouchables et on a pu le voir grâce à Élise Lucet qui a proposé aux députés un test anti-drogue. Vous savez ce que c'est ça? Ce sont des tests de dépistage anti-stupéfiants. En fait, il suffit d'humidifier cette languette avec la salive et 10 minutes après, on sait si vous avez pris du cannabis, de la cocaïne, de l'héroïne, des amphétamines ou encore des extasies. Alors le maire de Grenoble, il propose tout simplement de soumettre tous les députés, tous les sénateurs, tous les ministres à ces tests de dépistage. Qu'est-ce qu'on a fait? On est venu ici, dans la salle des 4 colonnes, à l'Assemblée nationale. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a demandé à des députés s'ils étaient OK pour se faire dépister. Ils ont dit oui, pour la plupart. S'ils n'ont rien à se reprocher, pourquoi ils ne font pas le test? C'est quand même eux qui votent les lois. La moindre des choses, c'est savoir s'ils sont pas sous l'emprise d'une certaine substance. Je ne sais pas. En tout cas, il y a certains députés qui sont montés au créneau et c'est peut-être un aveu de culpabilité. Je dis ça comme ça. Pourquoi ce qui s'est passé hier vous a dérangé? Alors, c'est plus que le simple fait de me déranger, c'est insupportable, c'est inadmissible. Madame Lucet a confondu le fait de révéler des scandales, le cas échéant, avec le fait de scénariser des coupables. Donc, toute une mise en scène pour essayer de piéger des députés en leur faisant faire des tests de salive. Enfin, on est à l'Assemblée nationale ici, c'est pas la télé-réalité, c'est pas le spectacle. Il y a des règles, il y a du respect aussi dans cette maison et donc je suis plus qu'extrêmement choquée, je suis très en colère. Elle nous parle de respect, mais est-ce que les députés respectent les Français? Parce que vu le budget qu'ils veulent voter là, ils nous respectent pas vraiment.
On a également Yael Braun-Pivet qui a carrément envoyé une lettre directement à Élise Lucet et elle a tweeté ceci. L'Assemblée nationale n'est pas un théâtre où l'on organise des mises en scène. J'ai tenu à rappeler fermement à Élise Lucet les règles qui s'appliquent aux journalistes accrédités à l'Assemblée nationale. Mais quelle hypocrisie quoi, quelle hypocrisie, ils ont peur. Ils ont peur de quoi? Et en parlant d'hypocrisie, la plus grosse hypocrisie mondiale, ça reste le Congo. Vraiment. Il faudrait m'expliquer quelque chose. Donc le Rwanda envahit le Congo et nous, en tant qu'Union européenne, nous envoyons encore des armes au Rwanda. Le Rwanda vole les ressources congolaises et nous, on va faire un accord avec le Rwanda pour acheter ces matières premières des Congolais qui ont été volées. Parce que c'est ce qui se passe. Hein, la Commission européenne a été faire cet accord avec le Rwanda et qu'est-ce qui s'est fait 2 mois après? Le M23, ce mouvement rebelle soutenu par le Rwanda, a été conquérir la plus importante mine de coltan au Congo pour, en contrebande, voler ses ressources et les mettre sur les marchés internationaux. Donc en fait, la Commission européenne a, de quelque sorte, offert son feu vert aux Rwandais pour envahir le Congo. L'Europe se trouve, en d'autres mots, du côté de l'agresseur. Et tout ça pour les profits des multinationales sur les corps des Congolais. Alors pillage, destruction, des millions de morts entre-temps, il faut que ça cesse. Parce qu'on l'a vu avec l'or au Mali, on l'a vu au Niger avec l'uranium, on l'a vu en Libye avec le gaz et le pétrole. C'est toujours la même chanson de pillage. Et après vous vous étonnez que les peuples du Sud se révoltent. Hein, les Africains en ont marre. On le voit au Mali, au Niger, au Burkina, au Tchad, en Côte d'Ivoire, en République centrafricaine, au Sénégal. À chaque fois, les Européens ont été mis à la porte. Alors le moment est aujourd'hui de dire basta, le temps du colonialisme est révolu. Suspendez cet accord de pillage des ressources naturelles congolaises et imposez un embargo militaire au Rwanda. On n'a pas besoin de l'arme de crocodile, on a besoin d'action. Alors je comprends, c'est un député belge et la Belgique a un rapport particulier avec le Congo. C'est une ancienne colonie. Mais aucun élu français ne parle de ce sujet-là en profondeur, c'est incroyable. On a carrément l'Europe qui achète des matières premières au Rwanda et le Rwanda qui va aller piller ses ressources au Congo en faisant des massacres en plus. Un véritable génocide. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce et partager. Moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo actu. En attendant, prenez soin de vous. Respirez un bon coup. Merci infiniment d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Dans tous les cas, on est ensemble. Ciao.